Eh bien bonjour, le module C# dispensé en 4e année de RIL a débuté depuis peu. Pour compléter et étayer un petit peu ce module, j'ai décidé de vous présenter les nouveautés qu'on peut trouver dans la plateforme .NET 4.0. Eh bien, tout d'abord, bonjour, je m'appelle Emmanuel Barbolini, je suis responsable pédagogique d'Exia Aix-en-Provence. Je m'occupe de plusieurs choses sur Exia, notamment des modules architecture.net, programmation avancée en C#, également ADO et VBNet. Mes spécialités, c'est architecture.net et les architectures d'entreprise. Je suis essentiellement sur la partie Exia du CESI, mais j'interviens également de temps en temps pour les masters spécialisés de l'école d'ingénieurs, également le CESI entreprise. Le plan de la présentation, nous nous occuperons tout d'abord des éditions de Microsoft Visual Studio 2010. Ensuite, on regardera un petit peu les différentes évolutions qu'on a eues depuis le départ du framework, pour se concentrer par la suite sur les améliorations et nouveautés, un focus sur le Microsoft Framework 4.0. Et ensuite on s'occupera de différentes nouveautés présentes dans ce framework. On n'aura pas le temps de les voir toutes, ça c'est sûr, mais on fera un focus sur la programmation dynamique, l'interop de COM, la DLR, les paramètres nommés et optionnels, et la co et la contravariance. Alors les éditions de MVS, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces éditions-là peuvent s'intégrer dans la suite Team de Microsoft. On retrouve en tant qu'élément central TFS, Team Foundation Server, qui est un serveur collaboratif sur lequel on va pouvoir greffer un certain nombre de briques. Visual Studio, que ce soit l'édition développement, l'édition professionnelle, testing, database development et d'autres versions encore. Donc des éditions destinées aux développeurs, mais on va pouvoir également trouver des points de connexion avec par exemple Project pour la gestion de projet, si je suis chef de projet. Tout ça est géré à partir de TFS, de Team Foundation Server. Les différentes évolutions du framework. Le framework, donc on va dire le 1.0, la CLR.net 1.0, c'est 2001-2002 à peu près. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux possibilités de version. La version de la CLR, du binaire de la CLR, et la version des API, des frameworks. La 1.1 de la CLR, on retrouve également la plateforme 1.1. La CLR ensuite augmente de version, passe à la 2.0, et c'est en 2005 que le framework 3.0 est apparu. En 2008 pour le 3.5. De cette période-là, de ces deux frameworks, les entités les plus remarquables sont les génériques et LINQ. Et aujourd'hui on change de version, on obtient la CLR 4.0, nous sommes en 2010 et nous avons le framework 4.0. Tout de suite un changement à remarquer, c'est l'unification de conception VB et C#. Jusqu'à présent, à peu près, je dis bien à peu près, tout ce qui marchait chez un marchait chez l'autre. Mais ce n'était pas toujours le cas, et parfois sur certains éléments, VB était un petit peu plus en avance que C# et vice versa. Là, il y a une réelle volonté d'unification de conception des langages. Désormais, tout ce qui se fera chez un se fera chez l'autre. Les nouveautés de ce framework 4.0, il y en a un certain nombre. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le framework 4.0 et C# 4.0, la CLR 4.0, la TPL comme l'os de CLR, l'évolution des langages tels qu'Iron Ruby et Iron Python, on s'en occupera pas trop. Et après, d'autres nouveautés sont
dénoter, les tuples, les big integers, mais c'est pas très utile de passer du temps à étudier ce genre de choses. Le framework 4.0, le voilà. Alors on retrouve toujours des parties que l'on connaît, hein, avec tout en bas la CLR, le moteur d'exécution de .NET. On retrouve la partie classe de base avec LINQ, les langages, les base class library, mais on observe des briques un petit peu nouvelles comme la DLR et les parallèles extensions. Du point de vue des couches un petit peu plus hautes du framework, nous avons toujours la partie data avec LINQ, avec Entity Framework, donc pour le mapping relationnel basé sur Link, Aleo pour l'accès aux données un petit peu plus traditionnel. Service, on retrouve toujours WCF, WF pour le workflow. Et ensuite, dans la partie interface utilisateur, toujours nos pages web avec ASP, nos WinForms pour les clients lourds et WPF pour les clients de type RIA, les clients riches. Nous faisons un focus sur les parallèles extensions. Alors les parallèles extensions, qu'est-ce que c'est? C'est une API, c'est une brique supplémentaire qui a été rajoutée, qui va me permettre de faire de la programmation multicœur. Nous connaissions déjà depuis longtemps la programmation parallèle avec différents mécanismes d'implémentation programmation asynchrone tels que les threads, les delegate asynchrones, les events, le point de thread, voilà, ça ce sont des choses qui existaient depuis longtemps en tout cas sur le framework. Là, un code va pouvoir s'exécuter sur les différents cœurs de ma machine en parallèle grâce à cette brique nouvelle que sont les extensions parallèles. On passe maintenant à une des nouveautés qui est la programmation dynamique. Alors comment ça marche tout ça? C'est basé sur la DLR qui est une couche qui a été rajoutée à la CLR. On retrouve tout en haut nos différents langages. Ces langages vont s'appuyer sur la DLR. La DLR ensuite va faire un certain nombre de liaisons en fonction des différents membres qui ont pu l'appeler, que ce soit de l'objet, que ce soit pour du COM, du Ruby ou du Python, et pour faire en fait la liaison avec les différentes applications. Dans cette programmation dynamique, on retrouve le dynamic lookup. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est pas très compliqué. Il s'agit de la création de types dynamiques. Je vous ai noté un exemple de code dans la partie droite du tableau. Et on voit dynamic O égale new classe dynamique et O.m dynamique est appelé par la suite. Dans quel cas on va pouvoir se servir de cette syntaxe et de cette fonctionnalité? Par exemple, on peut manipuler des fichiers dont la structure n'est pas connue au préalable. Je pense notamment aux fichiers XML. Eh bien, même si je ne dispose pas de la structure de la classe lors de la compilation, c'est pas grave, cela va se faire lors de l'exécution du programme. Si nous regardons le code ci-dessous dans un logiciel tel que ILDASM ou Reflector, on s'apercevra alors que effectivement la classe dynamique n'est pas du tout connue lors de la compilation de mon code. Alors aussi bien on peut faire de la location dynamique, mais on peut également faire des opérations sur les méthodes. Ici, ma méthode dynamique visiblement renvoie un integer en paramètre de retour sur lequel je rajoute un autre integer, donc je peux bien faire également en dynamique, je peux manipuler des méthodes également. Alors, comme le monde COM, c'était le monde qu'il y avait avant le monde de .NET. Un existant relativement conséquent existe sous le format COM, notamment toutes les applications Office.
lors de la création d'un objet Office à l'aide de l'automation, un certain nombre de lourdeurs sont présentes, notamment le paramétrage des différents objets. Et effectivement, les objets de type COM requièrent un nombre relativement important de paramètres. La plupart du temps, le développeur met tous les paramètres à nul, sauf les quelques rares paramètres dont il a réellement besoin. Cette partie-là d'amélioration permettra d'occulter le paramétrage complet des applications comme sous automation. La DLR, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la couche qui va faire office de tampon entre nos langages dynamiques et la CLR, parce qu'il faut bien comprendre qu'au bout du compte, le code est compilé, hein, donc il doit être exploitable par la CLR. Et bien c'est la DLR qui s'en chargera. Les paramètres optionnels et les paramètres nommés. Ici, j'ai une méthode qui est statique, qui s'appelle méthode NOP. Cette méthode reçoit un double, qui est Y, et un X, avec une notation un petit peu particulière, égale à 0. Cette notation-là, indique au compilateur que c'est un paramètre optionnel. Je ne suis pas obligé dans mon appel de spécifier la valeur de X. Effectivement, lors de l'appel de la première méthode, X vaudra 3 puisque uniquement Y est paramétré. Une autre possibilité d'utilisation, ce sont donc les paramètres nommés, et on voit dans le dernier appel de la méthode que si j'avais eu dans après la déclaration de mon X dans ma signature de méthode, si j'avais eu un Z, je n'étais pas obligé d'écrire les valeurs de X et de respecter l'ordre d'appel et de passage d'argument. Effectivement, Z ici est en deuxième paramètre alors qu'il aurait été en troisième paramètre dans le prototype de ma fonction. La co et la contravariance. Alors ce sont des éléments peut-être un petit peu plus ardus à comprendre. Pour résumer, capacité pour un type générique interfacé d'être manipulé en tant que métatype. Alors ça vous parle pas trop, je suppose. On verra tout ça dans la démonstration. Également la contravariance, capacité pour un type générique d'accepter les arguments de haut et de bas niveau. On va passer à la démonstration de cette présentation. Alors on ne peut pas faire une démonstration sur tout, peut-être sur les éléments un petit peu plus intéressants que les autres, à savoir le dynamic lookup, la TPL pour l'exécution multicœur, et la co et la contravariance. Également en tant que ressource sur le site internet, vous retrouverez cette webcast que vous êtes en train même d'écouter, les slides de cette démonstration, la démo des codes sources et des ressources complémentaires qui peuvent, pour ceux qui le souhaitent, augmenter votre connaissance sur ces nouvelles éditions ou ce nouveau framework. Alors on va passer à une partie démonstration. Alors j'ai préparé du code car il aurait été un petit peu trop long de le taper en direct. On va commencer par le dynamic lookup. Donc je vais récupérer ce que j'ai préparé. On va se mettre dans Visual Studio 2010. Alors, on imagine ici que nous avons récupéré dans un dataset qui est simulé par souci de simplification, que nous avons récupéré dans un dataset un certain nombre d'éléments, à savoir cette donnée-là et cette donnée-là. Le dataset est ensuite censément
interroger. Ici, je le fais à l'aide d'une requête LINQ. Je récupère et manipule les différents objets. Je les stocke dans un tableau d'arguments. Ici, un petit peu plus intéressant, je vois dynamic O égale new class nostruct. Je passe un message à la volée en tant qu'argument lors de la construction de mon objet. Bon, ok. Et ensuite, j'écris le résultat du message. Plus intéressant, je m'aperçois qu'ici, j'appelle l'expression dynamique instruction censément présente dans l'objet O, en lui passant en tant que paramètre mon tableau d'arguments. Si on regarde un petit peu plus près, la classe nostructure, qui est ici, on s'aperçoit qu'à aucun moment, je n'ai de méthode qui s'appelle dynamique instruction. Par contre, j'ai pris la peine au préalable de faire hériter ma classe de système dynamique.dynamicObject, ce qui m'a permis ici de surcharger une méthode particulière qui est tryInvokeMember. Comment ça marche? Le compilateur va chercher la méthode dynamique instruction. Il va parcourir ma classe, il ne la trouve pas et automatiquement dans ce cas-là, tryInvokeMember va récupérer l'appel. On voit ici qu'on reçoit un certain nombre d'arguments qu'on va pouvoir récupérer de manière à travailler correctement. Ici, je vois que dans la variable dynamique de type F, j'inclus ce que j'ai reçu à l'indice 0 de mon tableau d'arguments. Eh bien, je vais pouvoir ici l'afficher, m'en servir. Dessous, je peux faire ce qu'on appelle une arborescence d'expression. Une arborescence d'expression, il faut le voir comme un arbre binaire, avec un sommet, des nœuds, etc. etc. Dans chaque nœud de mon arbre, je vais pouvoir placer une instruction en dynamique, ce qui me permettra d'avoir des instructions qui seront chargées lors de l'exécution du programme, et ce code source peut être stocké, comme tente à le montrer mon exemple, par exemple dans une base de données. Alors l'utilité de ce code est de comparer deux variables entre elles et de savoir si une est plus grande que l'autre. Ici, je compile mon arborescence d'expression pour la mettre dans une expression lambda, et tout simplement je teste ensuite mon expression. Et ici le but du jeu, c'était de savoir si cette variable là était supérieure ou inférieure à la variable 5 que j'ai récupérée dans ma base de données ici, et en fonction donc du résultat de l'expression, ça m'affichera vrai ou faux. On va lancer l'exécution. Alors je pense que j'ai oublié une accolade dans mon copier-coller. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc je vais lancer l'application. Ici je récupérais le message et les instructions sont num 5. Dynamique instruction, ce sont tous les paramètres que j'ai pu récupérer à partir de cette ligne-là. On voit même qu'on peut retrouver via le binder name le nom de la méthode qui a lancé l'appel de tryInvokeMember. On retrouve l'intégralité des paramètres et on voit bien que 5 est bien inférieur à 10. Et c'est le résultat de mon expression que je retrouve ici via ce message. Alors, une autre démonstration maintenant, l'ATPL. Donc, toujours pareil, je récupère le code source. Voilà qui fait.
Alors, nous partons de la base, nous avons une classe work qui dispose de deux méthodes. Une méthode work de type itératif. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Elle utilise un for tout à fait classique, sur 1000 occurrences. Elle rajoute 1 à chaque fois à une variable et on a un temps de latence de 10 millisecondes. À la fin de ce traitement, le programme m'écrira sur la console fin du traitement itératif en X secondes. J'ai une deuxième méthode ici, qui est work-tpl, donc pour task parallel library. On voit par contre, à partir de là, que j'ai parallélisé mon for. C'est-à-dire que ce for, les itérations de ce for vont être exécutées sur les deux cœurs de ma machine, puisque j'ai deux cœurs, mais j'en aurais eu 4, 8 ou 16, les cœurs ont été sollicités également. Cette même itération, cette même construction va être parallélisée, et là aussi on aura fin du traitement TPL en X secondes. Au niveau de lancement de l'appel, j'ai ici un délégué qui va lancer ma méthode itérative, un autre délégué qui va lancer mon traitement via la TPL, et j'ai deux callbacks asynchrones qui vont lancer ces délégués. Alors, on va voir un petit peu l'écart de performance qu'on peut avoir entre un et l'autre. Donc je lance le programme. Je pense que là aussi j'ai oublié mon accolade. Voilà. Alors, en cours de traitement, il m'indique le nombre de secondes. Les itérations, toutes les deux sont en train de se faire. Ah, la TPL a fini son travail visiblement en 5 secondes, tandis que l'autre est toujours en train de tourner. Et on s'aperçoit que le traitement classique a mis le double de temps pour s'exécuter. 5 secondes pour la TPL, 10 secondes pour mon for traditionnel. On voit, ne serait-ce que sur de petites quantités, parce que 1000 itérations pour un microprocesseur, c'est pas grand-chose au final, on voit déjà que sur de petites quantités, on a un écart relativement important. On comprend alors facilement l'intérêt qu'on a de paralléliser son code. Ça, ce sera pour le PROSIT numéro 4. On va passer à la dernière démonstration. Toujours pareil. On va s'intéresser à la co- et la contravariance. Alors, on part de ce principe-là. J'ai une classe PC qui va faire une certaine action. Et j'ai une classe portable, au sens PC portable, qui hérite de PC, qui va faire autre chose forcément. Alors, on a nos deux classes, mais on a décidé, dans notre conception de code, d'avoir une troisième classe qui va gérer ces objets-là, ces objets de type PC ou de type portable. Par exemple, un container d'objets ou ce genre de truc. Alors, on a cette classe-là qui va gérer nos PC, mais on souhaite également qu'elle gère tous les objets possibles et inimaginables. Pour ce faire, on dit que cette classe-là hérite d'une interface, une interface également générique. eObject en tant qu'interface et classObject en tant que classe de travail. Alors, mon interface propose une méthode discovery qui aura pour vocation de découvrir lors de l'exécution quel est l'objet qu'elle contient. Alors, on va voir un petit peu plus bas maintenant. Donc, on s'aperçoit
que ici je fais iObject classe portable, un objet portable, iObject classe PC, un objet PC. Ensuite, j'alloue de la mémoire à ces différents objets, bon, rien de surprenant. Et ensuite, j'appelle la fameuse méthode discovery, aussi bien sur le PC normal que sur le PC portable. Et ensuite, j'ai une écriture polymorphe. Je transforme mon PC en PC portable pour ensuite appeler la méthode discovery. Alors, on va s'apercevoir que si j'occulte un paramètre qui est, je ne sais plus où, mais je vais le retrouver, voilà, qui est celui-là. Eh bien, le fait de faire ça, c'est retomber avant l'avènement du framework 4.0. J'ai un message d'erreur qui m'indique rien, mais on va le trouver. Voilà. Je ne peux pas transformer mon objet portable en objet PC. Je ne peux pas transformer un objet de haut niveau, puisqu'elle est héritière, en objet de bas niveau. Alors, pourquoi on avait cette limite-là dans les versions antérieures? Bien, imaginez-vous que donc nous gérons notre collection d'objets. Que se passerait-il si nous avions conçu notre classe pour un certain type d'objet, qu'on altère la collection, c'est-à-dire qu'on change le type de l'objet contenu, et qu'on appelle une méthode dessus? Ah ben, on aurait sans doute une erreur d'exécution. Là, à partir du framework 4.0, le framework nous donne cette possibilité-là, mais bien évidemment, ça veut dire que derrière, mon code sera conçu de manière à résister à ce changement. Et ici, quand on regarde bien, effectivement, j'ai pas de manipulation particulière, mis à part de récupérer le type de l'objet. Donc, c'est une démonstration de covariance qui est rendue possible par une nouvelle utilité du paramètre out. Ceci étant, ça va m'obliger moi à développeur à bien calculer mon coût et à faire en sorte que le code qu'il y aura derrière soit adaptable quel que soit le type d'objet. Alors, on va passer à une autre phase qui est la contravariance. Alors, nous avons cette fois-ci créé un emballage. Mais on veut que cet emballage-là soit générique. Donc on a une interface iEmballage qui reçoit un T. Et ensuite, nous allons décliner cet emballage-là en emballage pour PC. Nous avons derrière une classe emballée. Emballée, mais qui sera capable d'emballer n'importe quel type d'objet, que ce soit un PC ou un PC portable. Alors là encore, nous avons un paramètre qui est le paramètre in, qui s'est vu offrir une nouvelle utilité. Là, je viens de noter et regardez ce qu'il m'a marqué comme problème. Il me dit emballage portable point méthode emballée ne peut pas recevoir un emballage, ne peut pas utiliser un emballage puisque mon PC portable, je vais le retrouver, puisque mon PC portable n'est pas un PC. Donc là encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me donne la possibilité maintenant d'occulter cette contrainte-là. Si j'ai conçu ma classe
emballé de manière suffisamment robuste, je ne dois pas avoir ce souci. Par contre, ça m'oblige à faire un effort de conception assez important, de manière à ce que mes emballages soient suffisamment génériques. Voilà, cette présentation des nouveautés est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que ça sera le A au CCTL et le A au projet, évidemment. Voilà, merci beaucoup.